Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci donc d'avoir pris le temps de partager avec nous aujourd'hui les relancements de ce qu'on appelle au sein de TZ le vendredi de la transition écologique et du droit à l'emploi. Donc, c'est un cycle des webinaires qu'on a commencé en 2024 et qui a vocation à explorer des sujets, des coopérations, de mettre en lumière les expériences qu'on constate au niveau des territoires avec d'autres types de coopérations. Donc on a déjà eu l'occasion de travailler sur les pôles territoriaux des coopérations économiques et les synergies avec TZ, de mettre en lumière également d'autres coopérations avec d'autres réseaux qui travaillent sur le recyclage et plus largement sur les questions d'économie circulaire. Et donc aujourd'hui, euh, on consacre ce webinaire donc au travail et aux échanges possibles, synergies à prévoir entre le revenu de transition écologique et les projets territoires sur le chômeur de longue durée. Donc c'est pourquoi nous avons aujourd'hui un Jean-Christophe Lipovac, donc qui est donc les directeurs de l'association nationale de Zoéing, et nous avons donc Joëlle Chalavou, qui est vice-présidente de l'association, mais qui est élue également au département et qui est également, puisque Joëlle porte plusieurs casquettes, les unes et les autres aussi importantes pour le travail qu'elle réalise, son travail aussi auprès de la coopérative Odyssée. Voilà, et nous avons également à Raphaël Soulier, qui est le directeur général des Odyssées. L'idée de ce webinaire, alors je admets les gens, c'est donc dans un premier temps, puisque on est tous et toutes issus des réseaux différents. On connaît pas tous forcément TZ ou les RTE. Et donc l'idée, c'est que dans un premier temps, on va vous présenter un peu comment fonctionne le projet Territoire sur le chômeur de façon très brève, pour ensuite donner la parole à Jean-Christophe Lipovac, qui vous parlera du projet de revenu de transition écologique, qu'est-ce que c'est l'association Zoéing, c'est quoi le cadre de leur travail. Et la troisième partie du webinaire sera consacrée donc à la mise opérationnelle et au dialogue possible qui se met en place dans le département de l'Aude entre TZ et RTE. L'idée, c'est que à la fin des interventions, vous allez avoir la possibilité de poser toutes vos questions. Nous avons l'habitude, à la fin de chaque webinaire, d'envoyer à tous ceux qui se sont inscrits et puis plus largement le webinaire enregistré avec une note que nous avons préparée de façon conjointe qui vous donnera l'ensemble d'éléments avec tous les ressources nécessaires pour comprendre l'un ou l'autre, mais aussi les contacts possibles auxquels vous pouvez vous adresser selon vos questions. Euh, hop, on a encore des gens qui arrivent. Voilà, bonjour à toutes et à tous qui se connectent au fur et à mesure. Et donc, si vous êtes bien d'accord, nous allons donc commencer par la présentation de avec un paf. Je vais vous partager mon écran. Hop, c'est parfait. Tac. Euh, alors, amontez-moi une seconde. Pardon, j'ai un petit problème technique avec le partage. Hop. Hop. Mes excuses.
Donc, on va commencer par la présentation du projet Territoire zéro chômeur, euh, qui est, hop, je vais bien revenir en arrière. Euh, Hop, voilà. Donc, on est sur un projet qui est basé sur un principe important, qui est celui de faire ensemble possible l'idée du droit à l'emploi pour toutes et tous. Le projet se base sur les principes constitutionnels qui est évoqué parmi ceux qui sont dans les préambules de la Constitution du 46, à savoir celui de chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. L'emploi conçu comme un droit consiste à quoi? À développer à partir de personnes, bah, il veut bien, bon, il est en mode automatique et il me laisse pas, voilà, et il me laisse pas revenir. Pardon. On va le faire plutôt comme ça. Paf. Est-ce que vous voyez la présentation là? Hop. Vous voyez l'écran? Si. Parce qu'en fait, sinon, il va le faire en mode automatique et je me retrouver à faire les trucs. Donc voilà, ça consiste à quoi? Ça consiste donc dans un projet qui est développé à partir des personnes privées durablement d'emploi. Donc ça fait partie d'un des points les plus importants du projet. Elles sont partie prenante dès le départ de la conception du projet, pendant son développement, et puis par la suite de la création de l'entreprise, entre autres. Le principe de l'exhaustivité par la coopération territoriale, qui veut dire quoi? Qui veut dire que tout territoire volontaire qui soit dans le souhait de faire possible l'accès du droit à l'emploi pour toutes et tous, c'est dans le moyen collectivement avec tous les outils dont ils disposent. Quand on parle d'outils, on parle de les entreprises de l'ESS, on intègre l'insertion, les entreprises de l'économie classique et ainsi de suite, pour essayer de trouver le travail adapté à la personne, puisqu'il s'agit d'adapter l'emploi à la personne et pas l'inverse. Et une fois que on a vu collectivement que cet emploi n'est pas disponible au niveau du territoire, on va imaginer ce qu'on appelle au sein du projet l'entreprise à but d'emploi, qui est donc cet outil qui viendra donner la réponse la plus adaptée aux personnes. On est aussi dans une logique d'emploi supplémentaire, c'est-à-dire qu'on vient appuyer les outils existants, on vient pas détruire de l'emploi, on vient aussi se positionner en complémentarité des activités économiques existantes. Donc, le projet se base sur trois convictions. La première est donc celle de personne n'est inemployable à condition que l'emploi soit adapté aux capacités et aux compétences de chacun et chacune. Ce n'est pas le travail qui manque, puisque il y a sur les territoires un grand nombre de travaux utiles non pourvus, ce qu'on appelle les positionnements en complémentarité des entreprises qui sont créées. On ne se concurrence pas, on essaye, à travers la coopération, de construire des activités qui puissent dialoguer et contribuer non seulement à créer de l'emploi au sein des entreprises à but d'emploi, mais aussi de créer de l'emploi dans les entreprises qui se trouvent au niveau du territoire. Et donc, ce n'est pas l'argent qui manque, puisque on considère que la privation d'emploi coûte davantage que la création et la production d'emplois au niveau des territoires. Je vais un peu vite, dans le sens où je présente globalement ce que c'est le projet, et après, si vous avez des questions, à la fin, avec plaisir, pour donner plus de précision. Donc, le projet a donc 4 phases qui vont se développer presque en même moment, en tout cas pour une bonne partie, qui sont entre elles la rencontre des personnes privées durablement d'emploi. Donc, ces rencontres qui se fait
à travers le travail du pilier du projet au niveau territorial, qui sont les comités locaux pour l'emploi, et leurs bras opérationnels, qui sont les chefs de projet, les équipes projet, qui vont aller donc à la rencontre de ces personnes pour faire en sorte de les faire découvrir le fait que le projet existe, quelle est la possibilité de faire effectif ce droit est possible, et dès commencer à travailler avec eux sur l'identification de leurs compétences, leurs souhaits, en même moment que on va aller à l'encontre de tous les acteurs du territoire pour identifier également quels sont les besoins qui peuvent demain se traduire en opportunités économiques et donc en activités pour l'entreprise à but d'emploi. Tout ça en même temps que on va aussi travailler sur les consensus, puisque cette fabrique de consensus est nécessaire à l'évolution du projet, et c'est une phase qui accompagne le projet tout au long de son existence, dès les débuts jusqu'au moment où les projets est, dans notre jargon, habilité. Ça veut dire qu'il est habilité par le ministère du Travail, et à partir de ce moment-là peut créer l'entreprise à but d'emploi pour laquelle il est rentré aussi, entre autres, dans le projet. Voilà pour les différentes phases du projet. Dire que c'est un projet qui a une gouvernance un peu particulière, dans le sens où, au niveau national, on est deux associations à porter le projet. Donc il y a une partie civile que je représente aujourd'hui, qui est l'association nationale Territoire sur le chômeur de longue durée, donc les Bleus, qui a pour mission travailler avec les projets qui se préparent, donc ce qu'on appelle les projets émergents, et qui travaille via un centre de ressources et des documentations à aussi la valorisation, la création des outils, etc., pour les mettre à disposition des territoires qui sont en préparation, mais aussi avec un travail via l'organisme des formations qui est accueilli dans ces centres à l'adresse des territoires qui sont désormais habilités. Nous avons cette mission aussi de visite citoyenne, hein. Donc nous portons le plaidoyer du projet, et nous assurons que l'évolution du projet et sa mise en place respectent ses convictions et les principes que je vous ai évoqués dès le début de la présentation. Il y a une mission aussi qui est en lien avec la recherche et les suivis des évaluations, donc que je représente, parce que je suis la responsable de ces pôles, et qui a permis aussi la création de ce qu'on appelle l'Observatoire des TZ, qui est en charge de mobiliser la recherche, de créer des ponts entre la recherche, les territoires, de coordonner aussi des actions avec d'autres réseaux, comme c'est le cas de ce webinaire aujourd'hui. La deuxième association est donc le fonds d'expérimentation, qui a été créé par la loi, qui nous permet d'expérimenter, et qui est donc l'entité à travers laquelle circule l'argent que l'État envoie vers les territoires, et qui vient euh, financer principalement et uniquement les ETP créés dans chaque entreprise. Donc voilà, les fonds ont cette mission de faire circuler l'argent de l'État vers les territoires, mais pas que. Ils ont aussi un rôle de pilotage, d'accompagnement des territoires, que ce soit au niveau des comités locaux pour l'emploi ou au niveau des entreprises, et qui les accompagnent également dans la mise en place et pardon, la vie du projet sur les territoires. Où nous en sommes aujourd'hui, donc vous dire que dans cette deuxième étape expérimentale, qui correspond donc à presque 10 ans d'expérimentation, puisque l'expérimentation a commencé en 2016 et elle se termine en juin 2026, dans sa forme expérimentale en tout cas. Et elle représente aujourd'hui donc 83 territoires habilités. Et parmi ces 83 territoires, donc 91 entreprises à but d'emploi qui ont été créées dès le début,
qui accueille aujourd'hui 4090 personnes dans ces entreprises. Euh, Nous avons également encore des projets qui se préparent, qui envisagent de rentrer dans la démarche, hein, et puis je pense que Raphaël pourra nous donner plus de détails puisque son territoire en fait partie. Ces projets émergents qui commencent déjà à imaginer comment est-ce qu'on peut mettre en place le projet en attendant effectivement la suite, à savoir qu'est-ce que le projet deviendra après juin 2026. Ça, on le saura peut-être en fin d'année, début d'année 2026, puisque vous les savez aussi bien que moi, nous sommes dans une phase de crise politique. Nous dépendons de l'examen d'un projet de loi qui est déjà déposé au niveau de l'Assemblée nationale, qui était censé d'être repris dans les débats début décembre, et que, compte tenu les changements, les derniers changements au niveau du gouvernement, etc., et ben, ce débat sera donc possiblement déplacé, puisque nous ne connaissons pas aujourd'hui les calendriers d'examen de la loi. Mais c'est une loi donc qui est en cours, qui a pour objet de pérenniser le projet et de faire en sorte que demain, n'importe quel territoire qui souhaite rejoindre la démarche territoire zéro chômeur puisse le faire avec des bonnes conditions. Pour la suite, je vous invite à visiter donc le site du bilan de l'expérimentation, donc qui a été créé par le Fonds d'expérimentation, qui a aussi pour mission de faire les bilans de l'expérimentation. Et c'est un bilan qui est très particulier puisque autant on a toujours l'habitude des rapports avec toutes les pages pour donner les résultats, ça il y en a, mais par contre il était question aussi de faire en sorte que toutes les parties prenantes du projet, à tous les niveaux et à toutes les échelles, puissent aussi, eux, avoir une voix présente dans ces bilans et pouvoir exprimer ce que pour eux a représenté faire partie de cette expérimentation. Que ce soit des élus, des personnes privées durablement d'emploi, des directions d'entreprise, des chefs de projet, des partenaires et j'en passe. Vous avez tout un tas de sujets aussi qui sont abordés par rapport à ce que le projet peut apporter aux personnes, au territoire et aux résultats voilà, de ces 10 années. Je vous mets en lien également le rapport du comité scientifique de la loi. Vous savez qu'en tant qu'expérimentation, la loi prévoit également la création d'un comité scientifique qui est nommé par le ministère du Travail. Et ce comité scientifique a publié son évaluation, son rapport final, il y a quelques semaines, 3 semaines à peu près, avec les résultats pour eux, voilà, après presque un an de déploiement des équipes de recherche, etc., sur l'expérimentation. Et c'est un rapport qui est globalement très positif sur ce que le projet apporte au niveau de développement territorial, ce qu'il apporte aussi au niveau des personnes, comment ça change la vie des personnes qui sont intégrées aujourd'hui dans l'expérimentation ou qui à un moment donné ont intégré l'expérimentation mais qui ont pu trouver un travail ailleurs. Sur le fait que c'est une expérimentation qui apporte des solutions concrètes pour des territoires, parce que 3 territoires sur 4 qui expérimentent territoire zéro chômeur, c'est des territoires les plus pauvres en France. Donc ça veut dire que cette idée de la coopération territoriale, elle répond aussi à tout un tas d'enjeux pour ces territoires pour lesquels jusque-là il n'y avait pas des réponses concrètes fournies. Donc, au plaisir pour continuer les échanges. Donc, à la fin, je vous donne la parole, Jean-Christophe. Hmm. Oui, bonjour à tous et merci Victoria aussi déjà de l'introduction, de la présentation, du rappel par rapport
à l'expérimentation TZC. Et puis merci pour la proposition de webinaire, parce que du coup avec Joël, qui est trésorière de l'association et qui est aussi coprésidente de la SIC Odyssée, et puis Raphaël, directeur général, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, on est très content du coup d'avoir ce temps d'échanges avec vous tous, qui êtes en particulier pour beaucoup d'entre vous impliqués dans les démarches TZC. Parce que avec le revenu de transition écologique qu'on essaie de porter au niveau national, du coup, il y a beaucoup, il y a des synergies. Et puis, du coup, Raphaël et Joël le mettront plus spécifiquement, du coup, en avant. Peut-être qu'on peut passer à la diapo suivante. C'était, voilà, moi j'ai prévu quelques diapos simplement pour vous présenter du coup l'association Zoen, et puis aussi vous présenter en quelques mots le concept, le dispositif du revenu de transition écologique. Bon, là, du coup, vous avez les noms, donc peut-être qu'on peut passer à la diapo suivante. En fait, peut-être juste pour vous dire que l'association Zoen, c'est une jeune association, hein, puisqu'elle a été créée en 2019. Là, tout à l'heure, Victoria, tu disais, ça fait presque 10 ans que les expérimentations TZ ont été lancées. Pour nous, les plus anciennes, dans le nord de la France, comme dans l'Aude d'ailleurs, et puis dans le Lot-et-Garonne, ça fait tout juste, on va bientôt fêter les 5 ans, quoi, on va dire, en tant que tel. Donc, on a encore du chemin devant nous, et il y a beaucoup de questions aussi. On essaie j'allais dire, d'instruire. Au fur et à mesure. Peut-être simplement pour introduire aussi Zoen, c'était vous dire que la particularité, ou en tout cas dans l'ADN, l'association qui a été créée en 2019 du coup en France. Elle a été créée à l'initiative de Sophie Swatton, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Lausanne, et aussi Dominique Bourg, qui est philosophe, et qui est, voilà, les deux ont été à l'initiative de l'association. Et l'association a une grande sœur qui s'appelle la Fondation Zoen, hein, du même nom, qui est située à Genève. Et je sais que là, dans le tour de table, j'ai vu Caroline Lejeune, qui est directrice de la Fondation, qui est parmi nous, donc qui pourra aussi peut-être dans le débat expliquer peut-être ce qui se passe côté Suisse, parce que là aussi, il y a des expérimentations qui sont engagées en Suisse. Mais pour revenir un peu sur la vision et ce qui nous anime chez Zoen, c'est bien cet enjeu, ce défi d'articuler la question écologique, la question sociale, la question de la justice sociale avec l'écologie. Et c'est vrai que là, ici, je voulais introduire le donut, comme on dit en français, de Kate Raceworth, du coup, qui est économiste. Et ce donut, en fait, pour nous, c'est aussi un cadre j'allais dire, de réflexion et d'action, quoi, finalement. Parce que l'enjeu pour nous, c'est bien de voir comment on prend en compte à la fois le plafond environnemental, c'est-à-dire les limites écologiques. Vous savez que depuis milieu des années 2000, il y a un certain nombre de chercheurs qui ont justement réussi à qualifier les limites écologiques de la planète. Et aujourd'hui, là, à l'heure à laquelle on se parle, en 2025, malheureusement, c'est déjà 7 limites planétaires qui sont dépassées. Donc, le système Terre est profondément bouleversé du fait des activités humaines. Et puis en même temps, c'est la prise en compte d'un plancher social, c'est-à-dire, et d'ailleurs, Catherine Source qui présente souvent, enfin qui présente le donut, c'est qui a inventé le donut pour être dans une démarche aussi pédagogique. Elle dit, bah voilà, si on répond pas à des besoins essentiels, se nourrir, se déplacer, enfin, à 12 besoins, finalement, on tombe dans le trou. Donc l'enjeu, le défi qui est devant nous, c'est de construire un autre modèle de développement, une autre économie, et c'est ce qu'on essaie de faire à travers les coopératives, en intégrant justement, en conciliant vraiment en même temps la question écologique et sociale. Et pour nous, la clé d'entrée, bah, justement, c'est la question du travail et de l'emploi. Tout à l'heure, Victoria, tu disais, on ne manque pas de travail. Et c'est vrai que c'est une phrase que souvent dit Sophie Swatton quand elle présente le RTE. Elle dit souvent, bah, dans notre domaine, dans l'écologie, dans la transition écologique, on ne manque pas de travail, mais par contre, on manque sérieusement d'emplois rémunérés et justement rémunérés. Et on fait souvent l'observation que beaucoup d'initiatives qui sont portées dans les territoires, elles sont portées d'activités économiques, de nouveaux emplois, on va dire. C'est souvent le fait de travailleurs pauvres, des travailleurs de la transition pauvre. Donc voilà comment on relève ce défi-là. Et l'objet de l'association, elle a été créée voilà pour explorer ces nouveaux modèles. Alors j'utilise des gros mots socio-économiques et démocratiques qui articulent justement ces questions écologiques et sociales.
Peut-être qu'on peut passer à la diapo suivante, simplement pour expliquer les missions de l'association. L'association, elle agit un peu comme tête de réseau. Alors la dernière fois, on discutait avec certains, peut-être que c'est pas tête de réseau, ce pied de réseau. On est au service des expérimentations. Et l'idée, c'est d'accompagner la mise en œuvre du revenu de transition écologique en France. Avec l'animation de ce qu'on appelle, nous, une communauté apprenante. Tout à l'heure, Victoria, tu disais, ben, l'observatoire a une fonction centre ressources, ben, on essaie d'être centre ressources et de coproduire de la connaissance, de coproduire des outils et des méthodes avec ceux qui font. Et comme je le disais, dans l'ADN, si on était créé par des chercheurs, il y a bien cette idée de repenser le lien entre science et société. Et il y a un gros mot aussi qu'on utilise chez nous, c'est la recherche-action. C'est bien d'être dans cette idée de partir du terrain et avec les terrains coopérer entre acteurs de la recherche et acteurs encore une fois innovateurs quoi finalement pour produire de la connaissance, pour produire des outils et des méthodes sur ces nouveaux modèles économiques. Donc on a voilà ces trois grandes activités: animer cette communauté apprenante du RTE en France, conduire des projets de recherche-action et capitaliser en marchant, et puis les diffuser. Et c'est vrai qu'on se retrouve aussi sur cette activité de plaidoyer, parce que il y a un enjeu en effet de défendre aussi cette vision d'une autre économie et puis de territoire plus durable, et plus soutenable et résilient. Peut-être pour passer à la diapo suivante et puis plus concrètement vous expliquer concrètement là cette année, par exemple en 2025, nos chantiers collectifs. On travaille sur les questions d'évaluation. On a coécrit un référentiel d'évaluation des expérimentations RTE. Alors j'ai mis entre parenthèses label, c'est très vite dit. Enfin, on n'est pas dans l'idée d'avoir un label en tant que tel, mais en tout cas d'avoir un outil quand même de reconnaissance et puis un outil qui permet aussi de qualifier les expérimentations qui sont en cours. D'ailleurs, on a un voyage évaluatif là qui est programmé le mois prochain, justement chez Odyssée, pour tester cet outil-là, cette boîte à outils de l'évaluation du RTE. On a un chantier important parce que nous, on n'a pas la loi d'expérimentation. Je crois on doit prendre exemple sur vous et puis du coup avoir aussi vos trucs et astuces parce que pour l'instant, en tout cas en France, on n'a pas vraiment le soutien, enfin du gouvernement, des gouvernements, on va dire, ni même du Parlement. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il nous faut inventer le modèle aussi de financement et c'est ça aussi qui anime notre recherche, hein, notre recherche action, c'est innover en termes d'ingénierie financière de la transition et dans les territoires. Et là, aujourd'hui, enfin en tout cas en 2025, avec l'appui aussi d'un cabinet d'avocats, et on a créé une association agréée pour le mécénat d'entreprise qui a été aussi d'ailleurs créée à l'initiative de la fondation Zoën, du coup en particulier. Mais du coup, voilà, cette association, on va lancer très prochainement une première levée de fonds, mais elle va permettre voilà d'aller chercher de l'argent, j'allais dire dans le privé, et de permettre aussi de penser à l'hybridation des ressources de nos fameuses coopératives. J'allais y venir juste après, avec un croisement, un financement croisé public et privé. On a un chantier important qui est celui de la capitalisation, qui est un chantier, j'allais dire, qui se fait chemin faisant, en marchant. Et notamment, on travaille, là je voulais juste souligner ça, sur la question de ces nouveaux modèles économiques des coopératives, sur les métiers aussi qu'on voit en émergence dans nos expérimentations, et puis aussi sur la communication, la diffusion, parce que tout ce qu'on produit, on le fait vraiment dans une logique d'open source. Alors peut-être, parce que depuis le début, je parle de revenus de transition et de coopératives de transition, simplement pour remettre un peu des éléments de repère ici. C'est vrai que Sophie Swatton, qui est enseignant-chercheur, je disais, peut-être qu'on peut passer à la diapo suivante, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Lausanne. Elle est philosophe et économiste, elle est spécialisée sur l'économie sociale et solidaire. Et en fait, elle a en effet conceptualisé, théorisé, on va dire, le revenu de transition écologique. Elle en a d'ailleurs produit un premier bouquin en 2018. D'ailleurs, enfin, on pourra transmettre, hein, on a prévu aussi avec Victoria et puis Joël et Raphaël, il y a une petite note là qui est en préparation, donc vous aurez aussi les références biblio de tout ça. Mais voilà, elle a en 2018, voilà, écrit un premier ouvrage sur qui s'appelle Le revenu de transition écologique, et puis en 2020, c'était Mode d'emploi du revenu de transition écologique. Et dans l'idée, le revenu, c'est bien un outil au service d'une transition écologique juste, permettre l'accès à tous à un emploi qui est d'utilité écologique et sociale,
et avec une juste rémunération. C'est ce que je disais en introduction par rapport au fait qu'on a beaucoup de transitionneurs et de travailleurs de la transition, mais pauvres. Alors derrière le revenu, et de façon très schématique, moi souvent je prends l'image de la pièce de monnaie où d'un côté on a un côté pile et un côté face. D'un côté, oui, il y a le revenu, et le revenu pour nous c'est trois choses en une. C'est pas simplement uniquement qu'un soutien financier ou un complément de revenu qui est d'ailleurs sous condition, la condition d'avoir une activité d'utilité écologique et sociale, mais c'est aussi un accompagnement, une formation qui est ad hoc. Et puis aussi le fait, en termes le troisième pilier, c'est aussi le fait que la personne qui en bénéficie, du coup, adhère aussi à une structure dite démocratique, à une coopérative de transition écologique, qui est vraiment l'outil d'ingénierie, finalement, de ces revenus de transition, et qui est l'outil surtout de coopération. C'est là où on se retrouve avec TZ, l'outil de coopération. Donc c'est pour ça que voilà, je mettais dans les grands mots-clés derrière le revenu, c'est accompagnement, financement et coopération. C'est cette ingénierie qu'on essaie de mettre en œuvre dans les territoires. Euh, et la coopérative, elle est première. La coopérative, c'est le socle, c'est le premier étage à la fusée. Et pour nous, et c'est vrai que, en tout cas, parce qu'en France, on a un modèle intéressant qui est celui de la SIC, de la Société coopérative d'intérêt collectif. Pour nous, la SIC, c'est un bel outil justement pour construire, pour imaginer une coopérative de transition écologique qui permette de faire ce partenariat public-privé, quoi, on va dire, et habitants, on pourrait dire, voire entrepreneurs. C'est ce qui se passe dans certaines CAE, certaines coopératives d'activité et d'emploi, pardon. Mais du coup, voilà, cette idée pour nous, en tout cas dans le concept de Sophie, c'est bien de se dire que arrêtons de travailler en silo, arrêtons d'être les uns à côté des autres. Il faut se fédérer au niveau des territoires. Et la coopérative, c'est cet outil pour justement créer cette alliance, ces alliances locales et inventer une ingénierie un peu systémique, si j'ose dire, pour utiliser un gros mot, de l'ingénierie, du financement et de la coopération. Alors peut-être pour finir, parce qu'après le but du jeu là aujourd'hui, c'est d'aller de voir un peu ce qui se passe dans l'autre, parce que dans l'autre justement on croise l'approche RTE et TZC. Alors juste sur la diapo suivante, simplement vous dire que voilà. Cette aventure a été lancée depuis 2019. C'est d'abord trois premières expérimentations qui ont été engagées, avec l'appui aussi de la fondation, l'appui scientifique, mais aussi financier localement de la fondation Zoen. Donc dans le nord avec Tilt, Terra en Nouvelle-Aquitaine, et puis Odyssée du coup en Haute-Vallée de l'Aude. Et depuis 2023, il y a eu un premier changement d'échelle, si je veux dire. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, le réseau Zoen France, cette communauté apprenante autour du RTE, c'est 7 territoires, 7 collectifs. Donc voilà, vous voyez, dans 7 régions de France, à Strasbourg, en Île-de-France, à Saint-Nazaire, à Marseille également. Et ce qui fait la particularité ici, c'est qu'on a des territoires qui sont à la fois des territoires urbains et ruraux, qui ont, pour certains, connu, enfin, qui connaissent aussi des enjeux de développement ou de redéveloppement, quoi, on va dire, où la question sociale et la question écologique, elle est présente, et comment construire des alternatives. Je vous ai mis ici, mais vous aurez aussi la biblio. On a produit en début d'année un document de capitalisation justement qui revient un peu sur enfin, qui est une sorte de mise en récit, on va dire, un peu des 7 premières expérimentations, et de voir un peu les ingrédients qu'il faut mettre quelque part dans la recette quand on se lance dans une démarche d'abord de mise en œuvre d'une coopérative pour aller vers le revenu de transition. Donc voilà, on a d'ailleurs développé un wiki qui nous permet, encore une fois, chemin faisant, de pouvoir capitaliser ces différentes expérimentations dans des contextes assez différents. Et je vais laisser du coup... Ah oui, il y a une petite diapo, c'est vrai, qui permettait juste de faire la transition, on va dire, avec nos amis d'Odyssée. C'était juste, mais c'était vraiment un premier quelques points. Alors c'est vrai que Joël a beaucoup travaillé depuis le début sur cette question d'articulation du dialogue entre l'approche TZ et l'approche RTE. On a juste pointé 3 points là ici qui seront mis en discussion et pour après, mais se dire, ben tu l'as dit aussi Victoria, quoi. On part des personnes, on part des gens, quoi. Finalement, on part de leur envie, de leurs compétences,
pour construire des activités et construire des emplois qui sont non délocalisables, qui ont du sens pour eux, qui ont du sens pour les autres et pour la planète, donc qui font sens. Avec peut-être la particularité ou la différence, c'est qu'on est sur des fois on est sur des statuts différents euh, pour ces travailleurs de la transition, on va dire. Et c'est vrai que tu le disais tout à l'heure, hein, TZ, c'est bien centré, on va dire, sur des personnes qui sont durablement privées d'emploi. Dans l'approche RTE, on s'adresse à tout type de personnes et on voit des gens qui sont éloignés de l'emploi comme des personnes qui sont en conversion professionnelle. Et l'idée derrière le RTE, c'est bien d'accompagner ces conversions professionnelles. Le deuxième point important, et tu l'avais souligné, mais après je laisse mes collègues en parler, la question du dialogue territorial, des coopérations territoriales, mais qui sont nécessaires de notre point de vue à bien structurer et à travers une organisation, en particulier la coopérative, le comité local pour l'emploi, et puis voilà réinventer ou en tout cas ne pas plaquer des solutions toutes faites, mais construire une ingénierie au service des personnes, quoi, finalement, et au service des emplois et des activités de la transition qui font sens, encore une fois, localement. Voilà, c'était trois petits points comme ça, là, à mettre peut-être ensuite en discussion. Et puis, je laisse du coup Raphaël et Joël tout de suite pour présenter plus précisément ce qui se passe dans l'Aude. Voilà, merci. Eh bien, bonjour. On va prendre la suite. On va faire un petit effet tunnel, là. Désolé, on va essayer de faire des interactions, on va essayer d'être un peu dynamique parce qu'on se rend bien compte que c'est pas forcément évident de suivre autant d'informations. Donc, comme vous vient de le dire, Jean-Christophe et Victoria, nous, on va expérimenter sur notre territoire aussi bien le revenu de transition écologique que le projet Territoire zéro chômage longue durée. Donc, avant d'en arriver à vraiment vous montrer comment est-ce qu'on fait de manière opérationnelle, on va déjà un petit peu expliquer notre approche de territoire. Parce que, comme pour TZCLD ou pour le revenu de transition écologique, à chaque fois, c'est structuré en fonction d'un contexte territorial. Donc, le contexte territorial d'Odyssée, enfin de la coopérative de transition écologique en Haute-Vallée de l'Aude, c'est vraiment un territoire précaire, vraiment très précaire, rural, aux multiples fractures. Vraiment, on a pas mal de records. Alors, ouais, faut me laisser ma slide, ouais, super. Et on a pas mal de records. Par contre, ce qui apparaît ici et qui peut apparaître aussi sur beaucoup de territoires un peu similaires, c'est qu'on a un foisonnement d'acteurs qui sont engagés pour la transition écologique. Il y a beaucoup, beaucoup de monde. Alors ça, c'est assez caractéristique sur les territoires ruraux et précaires, c'est que c'est un peu la logique de l'injustice écologique ou de l'injustice sociale, c'est que très souvent, les personnes les plus précaires sont ceux qui ce sont qui travaillent le mieux pour les enjeux écologiques. C'est pas l'inverse. Donc, le choix de la transition écologique par le développement et la structuration et l'animation de la coopération à l'échelle d'un territoire devient à ce moment-là évident. C'est-à-dire qu'on est sur un foisonnement d'acteurs qui sont précaires. Donc, l'idée, c'est de mettre en place de la coopération entre tous ces acteurs de la transition écologique pour réussir à faire une transition écologique à l'échelle du territoire et non pas à l'échelle de chaque petit projet. Donc ça, c'est vraiment un contexte de base. Et par contre, c'est Joël Chalavou qui a été à l'origine de tout ça. Donc, je vais la laisser prendre la suite. La diapo suivante, s'il te plaît, Victoria. Voilà. Ah non. Si, après, tu feras les deux. Bon, d'accord. Oui, donc les deux projets sont mis en partenariat entre deux structures. La SIC Odyssée, qui est vraiment l'opérateur des projets, qui s'occupe, on ne lit pas forcément toute la slide, mais pardon, des aspects vraiment opérationnels, aussi bien de la mobilisation des personnes éloignées de l'emploi, mais aussi des porteurs de projets volontaires qui peuvent ne pas être éloignés de l'emploi, d'animer le collectif et puis de réaliser l'accompagnement, l'orientation, la formation. Et le partenariat, c'est avec l'association 3.EVA, qui est le pôle territorial de coopération économique, qui lui existe depuis 2015 et qui permet d'avoir une approche beaucoup plus large au niveau de l'animation territoriale, au niveau de l'animation de la coopération avec aussi d'autres acteurs du territoire et qui peut représenter et incarner la gouvernance du territoire
aussi bien par l'économie de la fonctionnalité de la coopération que par l'approche par les communs, et qui vont se traduire aussi avec le comité local de l'emploi. Victoria, je peux avoir la suivante, s'il te plaît? Donc là, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit déjà la similitude entre RTE, TZ, CLD, où il y a une animation d'un collectif de PPDE, porteurs de projet, et une représentation du territoire avec un CLE ou un autre dispositif. Donc déjà, on voit une similitude et une possibilité d'articuler le fonctionnement. Et donc là, on va revenir un peu sur l'historique de l'émergence de ces deux projets. Donc, Jean-Christophe disait tout à l'heure que Sophie Swatton avait publié en 2018, et c'est effectivement fin 2018 qu'on a eu les premiers contacts. Et j'avais appelé Sophie pour voir si elle pouvait venir faire une conférence, et elle m'a dit, moi, les conférences, c'est bien, mais j'aimerais mieux des expérimentations et des territoires volontaires. Or, dans ce premier livre de 2018, Sophie disait qu'on pouvait s'appuyer sur des dispositifs existants, tels que les PTCE ou territoires zéro chômeur de longue durée, ce qui était quand même bien vu dès le départ, puisque comme moi j'étais coprésidente du PTCE 3.EVA, ben, j'ai été forcément doublement intéressée, et on a décidé dès le mois de février de la faire venir et de réfléchir à la notion d'expérimentation. Je passe un peu de temps là-dessus parce que je pense que c'est assez important de voir comment les choses peuvent se nouer ou pas, ce qui a été déterminant. C'est qu'à ce moment-là, on s'est retrouvé avec une rencontre de l'intérêt d'un chercheur qui suivait le pôle territorial de coopération économique et qui maintenant est très concerné par l'Observatoire des ZCLD, qui s'appelle Benoît Prévost et qui est sur Montpellier 3. Un département, donc une organisation, une institution de collectivité publique qui était très intéressée parce qu'ils avaient été volontaires pour essayer le revenu, pour expérimenter le revenu de base, et qui avait été retoqué à l'Assemblée nationale, et le PTCE qui était décidé. Donc, c'est le fait qu'on rencontre à la fois des politiques, des experts, des propositions et des citoyens qui étaient assez motivés, à travers aussi le PTCE, et ça fait tous les échelons qu'on retrouve maintenant et qui doivent être opérationnels ensemble pour que les choses marchent. Et je pense qu'on le retrouve aussi dans Territoire zéro chômeur de longue durée. Donc, on a commencé à mettre en mouvement en 2019 en signant dès le départ une convention entre le PTCE, qui était l'opérateur à ce moment-là, la Fondation Zoën qui finançait les départs, et le département de l'Aude qui a aussi participé au financement dès le départ, et avec une sous-convention avec l'Université de Montpellier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en parallèle à ce moment-là, et sans qu'on se connaisse, il y avait sur Esperaza des gens qui voulaient mettre en place un territoire zéro chômeur de longue durée. Et les élections municipales étant en 2020, c'est la municipalité qui a commencé à réfléchir à ce sujet. Et moi, j'ai été forcément directement intéressée, puisqu'il y avait déjà dans les CTE en préparation des gens qui étaient intéressés. Et RTE en particulier sur, tu me dis, Jean-Christophe, si je me trompe, mais c'était sur Épinal, hein, c'est ça, avec Jean-Paul. Voilà. Et on avait travaillé sur les complémentarités, les ressemblances entre les deux dispositifs dès 2020. Mais entre travailler sur les ressemblances et puis vraiment devenir opérationnel, ça a été un peu plus long. Donc, pardon. Oui. Pardon. On est dans un espace ouvert, donc excusez-nous pour les interruptions. Oui. Donc, en 2020, on avait bien avancé avec le PTCE, avec des journées ouvertes, c'est-à-dire qu'on a fait une implication citoyenne. Et, pardon, excusez-moi. Raphaël? Oui, pardon. Non, non, mais c'était dire à la dame de parler moins fort, j'entendais pleurer, je m'entendais même plus. Ouais, on m'a perturbé. Non, 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 je suis simplement pas en train de la fille. Oui, donc au sein du PTCE, on avait fait des journées ouvertes où il y avait une très forte participation citoyenne, avec comme réflexion, c'est la première fois qu'on entend parler de revenus compatibles avec la transition écologique, parce que jusque-là, on nous disait toujours la transition écologique, ça coûte cher, et là, on peut l'associer à la notion de revenus. C'est quelque chose qui a beaucoup touché, et on avait entre 60 et 80 personnes aux réunions en semaine.
Puis l'année Covid, on n'a pas pu continuer les réunions ouvertes, donc on a fait un travail beaucoup plus resserré en créant une association de préfiguration. C'était un peu le principe de 3.EVA, c'est que euh, le PTCE, lui, était initiateur et qu'après, on se détachait un peu pour développer les choses. Donc, l'association de préfiguration date de 2020 et ces deux années Covid, pratiquement, ont permis de travailler sur la structuration de la SIC qui était prévue dès le départ, comme le disait Jean-Christophe, pour avoir une implication économique dès le départ qui était prévue par Sophie Swatton. Bon, excusez-moi, je laisse le relais à Raphaël parce que j'ai trop de perturbations autour de moi, j'y arrive pas. Ok, Je vais perdre le fil. bon, il n'y a pas de souci. Alors, du coup, donc ça, c'était vraiment le début. Il faut bien comprendre qu'il y avait déjà, dès le départ, une synergie RTE, TZCLD, mais que ce sont des expérimentations. Donc, comme c'est une expérimentation, il fallait construire un modèle. Donc là, sur toute cette période-là, on a construit le modèle du revenu de transition écologique sur la base du concept de Sophie Swatton et on a mis en place tout un fonctionnement. Donc forcément, au début, ce n'était pas des fonctionnements qui marchaient très bien. Donc je vais vous faire assez rapidement, mais on a eu une première expérimentation avec le département qui a permis de financer deux RTE, mais c'était juste, ça finançait que des porteurs de projets et derrière tout le travail d'accompagnement n'était pas du tout financé, c'était sur une durée, c'était très long. Donc on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout possible de continuer comme ça. Et on a répondu à des appels à projets dans lesquels on mettait de la coopération entre différents acteurs du territoire. Et là, c'est pareil, c'était assez compliqué puisque mettre de la coopération entre des acteurs pour pouvoir soutenir financièrement des personnes dans le cadre de leur propre projet, c'est assez compliqué, ça crée du cadre. Donc ça, c'était pareil, la coopération, on était presque dans des espaces de concurrence entre des acteurs. Donc c'est pas du tout propice à la coopération. Et on a vraiment, à partir du moment où on est passé en SIC en 2022, on a construit un nouveau modèle un petit peu de revenu de transition écologique avec un travail d'animation territoriale, avec des odyssées thématiques où on rassemblait les acteurs pour pouvoir mettre en place de la coopération. C'était vraiment comment est-ce qu'on met en place une dynamique coopérative. Et à partir de 2023, on a mis en place des cycles d'ingénierie de projet avec des ateliers d'émergence de projets pour pouvoir faire émerger des porteurs de projets à travers des besoins du territoire. Et c'est là que derrière ça, on a réussi à mettre en place des premiers revenus de transition écologique sous forme de CDD. Donc, c'est des personnes qui étaient salariées en CDD de 6 mois avec une journée par semaine salariée, ce qui était vraiment le minimum autorisé légal. Et en fait, ça, c'est pareil, c'est assez compliqué puisque ce sont des personnes qui se sont retrouvées à porter des projets qui les dépassaient, puisque c'était pour un collectif et pas pour eux-mêmes. Et en CDD, en plus, donc dans une situation de subordination où ils n'arrivaient pas à totalement s'épanouir pour eux-mêmes. Donc, c'est un format qu'on a inversé complètement et qu'on a mis en place à partir de 2024, une dynamique de collectifs de porteurs de projets qui vont arriver avec eux-mêmes leur propre projet. Et à travers les odyssées thématiques, ce qu'on fait, c'est qu'on va plutôt mobiliser des comités de pilotage pour les soutenir dans leur projet. Et donc ça, c'est le format qu'on a gardé à la fin. C'est un format de partenariat avec des porteurs de projets qui sont considérés comme des contributeurs et non pas comme des bénéficiaires, qui vont participer à la coopération, qui sont donc des coopérateurs et qui vont être valorisés dans le cadre de leur projet. Et là, on rentre vraiment bien dans la logique RTE et tout ça, parce que on est vraiment en soutien de personnes engagées dans un projet professionnel et on va pouvoir les soutenir financièrement et les accompagner avec le maillage d'acteurs du territoire. Ça, c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Donc, en 2025, on a réussi à tout à fait développer ça avec la mise en place de formations, vraiment de développement de l'accompagnement. Tout ça, on l'a fait en co-développement dans le réseau Zoe France. Et comme disait Joël tout à l'heure, le territoire zéro chômeur longue durée était un projet qui était un petit peu développé par la mairie d'Esperaza. Mais bon, ils étaient complètement débordés parce qu'ils avaient très peu de moyens et que les personnes qui le portaient, c'était les PPDE eux-mêmes, donc bénévolement.
Donc, autant dire que ça ne peut pas tenir dans le temps. On ne peut pas demander à des personnes précaires de développer des projets. Donc, en novembre 2000, enfin, à l'automne 2024, la mairie a délégué le travail de développement et de structuration du projet Territoire zéro chemin longue durée. Donc, moi, je suis rentré en formation, la formation équipe projet Territoire zéro chemin longue durée, qui s'est terminée là en septembre avec la certification pour pouvoir faire ça. Et donc, comme j'ai fait la formation Territoire zéro chemin longue durée et en même temps, je faisais la structuration du RTE, bon, bah, toujours, on va s'inspirer de ce qu'on apprend pour développer et faire les choses comme ça. Donc, ça s'est vraiment fait par de la montée en compétences, en co-développement sur les deux axes. Et donc, forcément, l'articulation s'est faite de manière assez logique. Et donc, il y a tout un truc qu'on met comme ça en place sur l'année 2025. Et on a réussi à structurer un format. Donc là, on voit que tout en bas de la frise, à partir de 2026, on prévoit le fonds de soutien au RTE. Donc ça, c'est quelque chose aussi au niveau du modèle économique qui va pouvoir un petit peu se mutualiser. Et le partenariat avec 3.EVA, qui s'est mis en place à partir de fin 2024, c'était aussi une manière de pouvoir capter du mécénat, de travailler avec une structure associative, puisque nous, en tant que coopérative, on n'a pas le droit au mécénat. Mais alors que pour le soutien financier du RTE, le mécénat est très important, puisque les subventions, aucun cadre de subvention ne permettait de le faire. Donc ça, Victoria, si je peux passer à la slide suivante. Voilà, c'est-à-dire que donc maintenant, dans ce cadre de revenu de transition écologique, on a mis en place un programme d'action qu'on a coordonné entre les deux structures, qui sont donc 3.EVA et Odyssée. Et c'est là qu'on se rend compte, en lisant ces actions qu'on va faire ensemble, qu'elles sont aussi bien liées au revenu de transition écologique qu'à un territoire zéro chemin longue durée. C'était la logique d'ingénierie de projet qui s'est faite en parallèle. Donc la mobilisation des PPDE, on va le faire à travers des actions de communication, des réunions d'information collective et se les faire orienter via les prescripteurs, référents, RSA, tout ça. Pour l'instant, les prescripteurs ne sont pas beaucoup informés de ce qu'on fait. Ça, c'est toujours ce même problème de faire en sorte qu'ils soient au courant et que le boulot soit fait. Ça, c'est un vrai boulot de coopération avec tous ces agents du territoire. Mais quand même, on est en lien. Et donc, quand on parle de mobilisation des PPDE, pour moi, ça va être la même chose que mobilisation des porteurs de projets. Parce qu'en vrai, ces personnes privées durablement d'emploi sont souvent un petit peu engagées ou participent déjà. Donc, les premiers qui vont venir par eux-mêmes et pas par les prescripteurs, ce sont les personnes les plus engagées. Donc, les PPDE qui sont les plus engagés sont aussi des porteurs de projets. Et maintenant, on espère que les prescripteurs vont nous en envoyer un petit peu plus pour réussir à avoir un collectif plus orienté TZ. Alors, derrière, le principe, c'est que l'objectif, c'est de mettre en place un soutien économique au développement d'activités utiles pour le territoire. Donc, pour le coup, pour le revenu de transition écologique, c'est des fonds à travers du mécénat pour pouvoir soutenir des personnes pendant du développement de projets. Mais l'idée avec Territoires zéro chemin longue durée, c'est aussi de pouvoir le faire avec forcément une EBE, une entreprise à but d'emploi. Et ce qui est très spécifique dans le cadre d'Odyssée, c'est que nous, on va valoriser les contributions de chacun. Vu que tout le monde est considéré comme un contributeur, on va faire des tableaux où on va considérer que chaque personne, quand elle participe, elle fait de la contribution volontaire. C'est-à-dire qu'on va toujours le compter en termes de temps de travail et on va le valoriser en termes d'argent. Donc, dans les conventions de partenariat, les porteurs de projets vont nous facturer le travail qu'ils vont faire. Le fait de participer, c'est du travail, ça se valorise, ça se facture. Donc, dans les conventions de partenariat, on va facturer mutuellement du travail de l'un à l'autre. Ça, c'est vraiment la réciprocité. Dans la coopération, c'est très important. Et ensuite, il y a tout un travail d'accompagnement et d'animation de la coopération à l'échelle des projets et un autre travail d'animation de la coopération à l'échelle du territoire. Et c'est là que c'est très important parce que ce fonctionnement, on arrive avec un foisonnement d'acteurs, on va pouvoir les accompagner à la coopération à l'échelle de leur projet et on va les faire interagir entre eux pour coopérer à l'échelle du territoire. Et c'est là que les deux structures, Odyssée et 3.EVA, sont très complémentaires, parce que Odyssée, c'est l'opérateur d'accompagnement des porteurs de projets, et 3.EVA,
ça va être la structure qui va animer la coopération à l'échelle du territoire. Donc, nous, ce qu'on fait pour les porteurs de projets, c'est qu'on met en place des ateliers d'intelligence collective avec de l'animation des lieux où on fait des fresques, des conférences, des choses comme ça, mais aussi des rencontres du collectif qui vont nous permettre de faire du co-développement et monter en compétences en dynamique collective. Les ateliers de définition de projet, ça c'est obligatoire, puisque comme c'est des gens qui vont développer des projets, il faut qu'ils arrivent à bien définir leur projet pour pouvoir le présenter et être candidat à un RTE et être soutenu et savoir si c'est une activité utile pour le territoire. Derrière, comme je disais, on va le valoriser à travers de la com et le partenariat avec les contributions, et la comptabilité contributive. Les formations sur le modèle d'affaires responsable et sur la stratégie de développement. Cette formation sur le modèle d'affaires responsable, c'est assez important pour réussir à orienter les activités sur des offres de services pour le territoire, où on fait vraiment un pas de côté sur les modèles économiques classiques. Et derrière, on fait aussi de l'orientation vers de l'emploi, vers des structures d'accompagnement très spécifiques. Par exemple, quand c'est des personnes qui sont sur le milieu artistique, on peut les envoyer vers comment ça s'appelle, Envol artistique, on peut envoyer vers la ruche associative, vers la chambre des métiers, vers la chambre du commerce, La BGE. la BGE, des structures qui sont vraiment faites pour l'accompagnement. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider à faire ça, mais on n'a pas toutes les compétences techniques. L'objectif, c'est vraiment de s'appuyer sur tous les acteurs du territoire. Et ça, c'est très proche aussi, que ce soit le revenu de transition écologique et territoire zéro chômage longue durée, c'est pas de remplacer les autres, c'est d'être un espace de coopération pour pouvoir faire que tout le monde arrive à travailler ensemble pour les porteurs de projets. Et après, on fait un accompagnement personnalisé, pareil, mais avec un comité de pilotage, qui est donc le fait d'aller capter les acteurs du maillage territorial qui vont pouvoir aider spécifiquement, en fonction de leur expertise, les porteurs de projets. Et là, je vais vous les présenter sur des slides suivantes, les types de porteurs de projets qu'on a. Et après, au niveau de la coopération à l'échelle du territoire, non, pas encore. Désolé, on y arrive, on y arrive. Donc, à ce moment-là, on va avoir les odyssées thématiques, qui sont donc des rencontres de thématiques. Hier soir, par exemple, c'était sur l'élevage. On va avoir les gens du sanitaire, on va avoir une commune qui a besoin de faire du pastoralisme pour lutter contre le feu. On va avoir, comment ça s'appelle, une coopérative agricole, on va avoir des exploitants, on va avoir nos propres porteurs de projets qui vont présenter ce qu'ils font. Donc ça, c'est des événements pour faire de la coopération à l'échelle du territoire. Et ensuite, on fait des grands événements. Ça, c'est assez nouveau. On va mettre en place des tambouilles. Le principe, c'est que c'est un moment convivial où, à ce moment-là, ça va être un petit peu dans le CLE, ce qu'on appelle la commission supplémentarité. C'est-à-dire, c'est comment est-ce qu'on va définir les projets utiles pour le territoire et comment est-ce qu'on va les choisir, si oui ou non. Et donc, le principe, c'est pas de dire on va voter si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est de mettre les projets en concurrence, c'est d'identifier sur tous les projets s'il y a des choses à améliorer pour s'assurer que ça réponde à un besoin et que ça sorte de la concurrence. Alors ça, le principe même d'un comité de pilotage, ça sert à ça. Là, on est sur l'approche par les communs, c'est-à-dire on va mobiliser l'ensemble des parties prenantes du projet pour pouvoir mettre en place une gouvernance pour décider comment est-ce que le projet va pouvoir se développer. Donc, on est en même temps sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération et en même temps sur l'économie par les communs. Donc ça, c'est vraiment une approche territoriale très forte à cet endroit-là. Et le CLE, par contre, qui est très spécifique pour territoire zéro chômage longue durée, là, tout ce qui va être le consensus et la recherche d'exhaustivité, comme on a très très peu de moyens, on va le faire uniquement à travers un comité stratégique qui va se rassembler pas trop souvent, mais au moins 2 fois par an. Et ensuite, tout ce qui est supplémentarité, comme je disais avant, c'était lors des tambouilles. Vous voyez vraiment comment est-ce que ça se structure, c'est très proche. Du coup, on peut voir la slide suivante. Parce que voilà, c'est-à-dire que là, je vais vous présenter le collectif de porteurs de projets qu'on anime. Vous allez voir sur les côtés des petits logos RTE qui ne sont pas du tout contractuels, hein. C'est nous qui faisons ça pour essayer de visualiser ceux qui ont accès au projet. Le nouveau arrive, il est en train d'être construit par l'association. Merci Jean-Christophe. Et donc, là, vous voyez, par exemple, Delphine, elle a 3 petits logos à côté. Ça veut dire qu'elle a déjà été. Elle est dans sa 3e période de soutien. C'est-à-dire que ce n'est pas une fois, mais là, le principe, c'est que c'est de les soutenir pendant 6 mois. Donc là, elle est dans sa 3e période de 6 mois.
Et elle fait de l'écotourisme. On voit en dessous Sandrine, elle est sur sur de la revégétalisation urbaine des lieux de vie, donc c'est beaucoup les écoles, mais elle est en train aussi de développer une végétalerie, donc c'est l'économie circulaire au niveau du végétal, où on récupère les plantes dans les cimetières, les choses comme ça. Aurélien, lui, c'est sur du journalisme. Nassima, c'est sur de l'écopastoralisme, sur la permaculture et l'écopastoralisme. Fanny, c'est sur de la chèvrerie. Ensuite, on a un petit groupe en haut à droite, là, c'est Priscilla, Guillaume et Manou. C'est un collectif, donc il y avait vraiment la question, est-ce qu'on accompagne des collectifs ou uniquement des personnes? Et ben là, c'était vraiment le cas idéal. On a compris que ben, ça peut être des personnes qui développent chacun leur projet personnel au sein d'un collectif. Donc là, on a vraiment redécoupé en trois. Et Marjorie, c'est sur du spectacle comestible. Gabriel, sur la transformation d'une ancienne scierie pour en faire un lieu d'activité vraiment avec un impact pour le territoire positif. Et Anne-Claire, qui est sur l'éducation des langues. Et ça, forcément, il faut rajouter tout un autre monde dans le collectif, parce que c'est que ceux qui ont réussi à définir suffisamment leur projet pour pouvoir avoir une page dédiée sur le site Internet et pour pouvoir candidater au RTE. Parce que pour avoir un revenu de transition écologique, il faut avoir suffisamment défini son projet et il faut être arrivé jusqu'à un plan d'action pour faire quelque chose parce qu'on va pouvoir les rémunérer pour un travail, pas que pour un projet comme ça. Donc là, on voit qu'à droite, il y en a deux là qui sont pas du tout soutenus financièrement. C'est uniquement parce qu'ils ne sont pas sur se projeter sur mettre en place un travail. Ils sont encore ils ont défini leur projet, mais comment ils vont s'y prendre pour le faire, ça, c'est pas encore très clair. Et ensuite, on a tout un collectif qui participe à l'intelligence collective, mais qui n'a pas encore du tout suffisamment défini le projet pour pouvoir avoir une page dédiée. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a une période d'intégration et c'est là que ces personnes qui rentrent là, soit elles ont vraiment un projet qui va apparaître pour pouvoir être sur une dynamique entrepreneuriale, soit ils peuvent se dire, ah ben non, moi j'ai juste envie d'être sur une dynamique salariale, ça me suffirait très bien. C'est le cas par exemple de Anne-Claire, qui en fait a ce petit projet-là et participe au collectif, mais finalement, là, elle a trouvé du travail, elle est orientée, où elle travaille pour une école associative et une école, enfin pour deux écoles différentes en tant qu'enseignante. Donc, il y a vraiment le retour à l'emploi, pas que par l'entrepreneuriat. Et là, typiquement, c'est aussi le travail de territoire zéro chemin longue durée. Donc, c'est là qu'on voit vraiment donc la dynamique collective pour aider ces personnes à se développer. Et ce qui est encore très particulier à ce qu'on met en place pour le revenu de transition écologique, c'est que dans toutes ces personnes-là, il y en a une, là, il y a Gabriel, qui lui est en activité où il n'est pas du tout en difficulté, il n'est pas en précarité. Et dans les autres porteurs de projets qui sont là, qui n'ont pas tout à fait défini, il y en a certains qui ne sont pas forcément en demande d'argent. Donc ce travail d'accompagnement, on va pouvoir leur facturer. Par exemple, Christophe Bonnemort, qui travaille à la coopérative agricole, c'est une grosse coopérative, il est directeur de la coopérative. L'objectif, c'est pas de le sortir de la précarité, ça va être de faire en sorte que la coopérative développe des activités écologiques et sorte du modèle économique basé sur la vente de phytosanitaires et tout ça. Donc, il y a vraiment aussi une participation du monde économique local au verdissement. C'est-à-dire que voilà, quand je disais qu'on était sur un contexte économique très faible et qu'on était plutôt sur l'émergence de nouvelles activités qui seraient de transition écologique, ça n'empêche pas qu'on puisse aussi aller sur le verdissement des activités en place. Voilà. Et ensuite, alors la slide suivante, ça c'est le petit feu d'artifice de fin de présentation, où en fait, il faut comprendre que nous, là, on est sur une phase de développement, de structuration, et avec quand même un modèle qui commence à bien se mettre en place. Euh, mais comme vous avez vu, on était à 10 porteurs de projets soutenus en 2025. L'objectif, c'est d'être à 20 en 2026, et ça va être vraiment de doubler le nombre du collectif. Donc pour l'instant, il y a un salarié. Et c'est ça qui est très fort aussi, c'est que pour mettre tout ça en place, je suis le seul salarié. Tous les autres, ça va être que des partenaires ou des. Donc ça, c'est quelque chose qu'on nous a demandé, ou des bénévoles, beaucoup de bénévoles comme Joël. C'est-à-dire que vu qu'on a quand même deux structures, une associative et une autre coopérative, on a les membres du conseil d'administration qui sont tous bénévoles. Et ensuite, il y a les contributrices et les contributeurs du collectif aussi qui ne sont pas tous soutenus, mais qui participent aussi à la dynamique collective. Donc c'est là qu'on se rend compte que plus on est nombreux, plus c'est efficace.
Alors que sur la plupart des formats du social ou de l'insertion, à chaque fois qu'on va rentrer une nouvelle personne, un nouvel ETP, ça coûte très cher parce qu'il va falloir toujours augmenter l'infrastructure pour pouvoir les intégrer. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on a essayé de développer et qui est très intéressant. C'est cette dynamique-là, avec aussi l'aspect financement hybride, ou à travers le partenariat entre l'opérateur économique et l'opérateur PTCE, on arrive à avoir des subventions, du revenu d'exploitation, du mécénat et du financement citoyen. Donc ça, c'est aussi très intéressant sur le modèle économique qui va s'appuyer sur les dynamiques de l'ensemble des partenaires du territoire. Je pourrais rajouter quelque chose. Donc, j'ai retrouvé mes... je me suis recentrée. Euh, c'est que les deux dispositifs ont vraiment des points de contact énormes, mais des entrées différentes. Et le fait qu'on entre par la question de la transition écologique va toucher un certain public, et le fait qu'on rentre par le droit à l'emploi va toucher un autre public. Et ça permet une meilleure mixité sur le territoire. Parce que tout à l'heure, Raphaël parlait d'un foisonnement d'initiatives et de personnes qui construisent, mais elle est pas forcément, ce foisonnement n'est pas forcément perçu de façon positive par tout le monde sur le territoire. Il y a quand même beaucoup de réactions. Et même le début, quand on a commencé à parler à plusieurs maires du droit à l'emploi, les réactions n'étaient pas forcément positives. On les connaît, c'est les bénéficiaires, ils sont flemmards, ils vivent de... Bon, mais ça évolue du coup grâce à ces deux approches. Et je pense que c'est vraiment important parce que nos interlocuteurs, que ce soit les prescripteurs qui suivent le RSA ou des gens comme la mission locale ou France Travail, nous connaissent mieux et eux vont abonder par l'accès à l'emploi et on va pouvoir avoir des réponses beaucoup plus, comment dire, partagées par l'ensemble de la population. Et ce qui nous permet de ne pas avoir besoin d'afficher le fait que ça paye un coût caché. Ça nous évite d'avoir à valoriser le coût caché mais uniquement de valoriser la contribution. C'est-à-dire qu'on ne va pas financer des actions qui représentent un coût caché pour la société. On va directement soutenir une participation, une contribution volontaire. Et ça, c'est vraiment une posture qui change totalement la vision des choses. Et en plus, en étant accompagné et en le faisant dans un réseau, c'est-à-dire qu'on n'invente pas tout. Que ce soit TZCLD ou le RTE, à chaque fois, on le fait en co-développement avec d'autres structures. C'est-à-dire que voilà, on n'est pas là pour dire on a inventé le beurre, on a inventé le fil à couper le beurre, pas du tout. On est dans une dynamique territoriale. Par contre, c'est vrai que comme nous, on est très isolé sur un territoire très reculé et très pauvre, on a particulièrement intérêt à essayer de travailler avec des gens extérieurs pour essayer de chercher des sous à l'extérieur, puisque localement, il n'y a pas de marché, les collectivités sont très pauvres. Quand on parle quand même de deux communautés de communes, c'est 140 communes pour 45 000 habitants. Il faut bien se rendre compte de vraiment une zone rurale très, très rurale. Avec des communes où on a 14% de la population totale qui est au RSA. Voilà, avec un revenu moyen des foyers autour de 16 000 euros par an. Hmm. Très Voilà. bien. Voilà. Je mets la dernière, tout Voilà. de même. Pour Jean-Christophe, ça. Ok. Non, c'était pour avoir nos coordonnées. Enfin, j'ai pas mis là ici les coordonnées de Joël, mais bon, avec le contact Odyssée, vous Oui, avez oui. aussi directement accès à Joël, j'allais dire, voilà. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup pour ces présentations si exhaustives de comment opérationnellement dialogue non seulement TZ avec l'RTE, mais aussi avec les PTCE et d'autres coopérations territoriales. Donc, c'est un peu l'objet de ces échanges. Je regarde aussi sur l'écran à Céline Frier parce que on avait déjà eu la possibilité de travailler justement sur la question avec les PTCE et on voit à quel point à partir du moment où le principe de la coopération territoriale est présent et les acteurs ont envie, eh ben il y a beaucoup de synergies et des rapprochements qui se font avec des initiatives
qu'au départ, on pourrait imaginer ne sont pas forcément compatibles, alors que à la fin, on voit que c'est complètement le contraire. Euh, ouvre donc les micros pour ceux celles qui ont des questions. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'élever votre main virtuelle et sinon plutôt d'ouvrir et de vous présenter pour savoir aussi d'où vous parlez et pour mieux se connaître. C'est mieux aussi. On n'est pas nombreux, donc on peut se donner cette possibilité-là aussi. Donc la parole est à vous. S'il y a des questions ou des commentaires. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Lauriane? Ah, si, Lauriane. Bon. Elle, oui? Oui, c'est bon, ça a été rétabli. J'avais juste une question, étant donné quand même que c'est des concepts un peu éloignés pour moi, surtout le RTE. On parle beaucoup de coopératives, donc j'imagine SIC, CAE, SCOP, tout ça, ça fonctionne. Mais est-ce que au sein d'une juste une association, le mettre en place c'est possible ou le statut juridique ne va pas avec la mise en place du RTE? Alors, Jean-Christophe, tu veux On prend des répondre à ça? questions tout de suite et on fait du ping-pong ou pas? Je sais pas, Victoria. Je peux répondre sinon? On va prendre une deuxième question. Là, il y a Olivier Reimermeyer qui, excusez-moi si je prononce pas correctement, qui a aussi une question. Donc, on prend les deux questions et si vous voulez, on passe à la suite pour les réponses. Collectif. Donc c'est Rémermier, vous y étiez presque. Moi, je suis donc de la Comète coopérative mérinoise de transition écologique et Mérin, c'est une commune dans le canton de Genève en Suisse. Donc voilà, moi je suis du côté RTE avec la question des RTE en Suisse, qui est encore différente de ce qui se passe depuis les Français. J'ai plusieurs questions en fait, mais je prends une et puis après, on commence au côté territoire zéro chômeur. Je serais curieux d'entendre quelques exemples d'emplois qui ont été créés. Donc, quelle nature d'emploi pour quel type voilà, de travaux qui sont effectués. Je crois poser dans un deuxième temps d'autres questions qui sont plutôt côté RTE. Olivier, on vous entend mal. La première Vous question. m'entendez mal? Oui, il faut rester en face de votre écran parce qu'en fait, dès que vous tournez, Ouais, c'est bien. ça coupe un peu. Ouais, c'est ça. C'est que mes questions que je me suis notées sont de l'autre côté. Alors attendez. Hop. Donc je disais, première question, c'est pour Territoire zéro chômeur, je serais curieux d'entendre quelques exemples d'emplois qui ont été créés. Et puis ensuite, j'aurais d'autres questions côté RTE, mais je peux les poser dans une deuxième phase. Merci. Alors, je vous laisse la parole, Jean-Christophe, Raphaël, pour les questions concernant Lauriane. Hmm. Bah, peut-être oui, alors je vais répondre directement à Lauriane. Souvent, on a l'habitude de dire dans le champ de l'ESS que le statut n'est pas vertu. Donc, c'est pas parce on n'est pas sous format SIC qu'on n'a pas un mode de gouvernance partagé avec une logique aussi d'implication et encore une fois du, d'une gouvernance démocratique. En tout cas, ce qui nous paraît important, nous aussi, dans le modèle économique de nos coopératives, parce qu'on pourrait dire que la coopérative de transition écologique, c'est aussi un terme générique, mais c'est vrai qu'on essaie de promouvoir et on essaie d'accompagner à la création de SIC parce que ce sont des structures aussi qui sont commerciales, c'est-à-dire qui développent aussi j'allais dire, voilà, une activité économique qui produit du chiffre d'affaires, qui permet aussi peut-être d'autofinancer, c'est ça qui est recherché aussi, d'autofinancer ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire l'animation territoriale, la coopération, l'accompagnement. Pour autant, on est bien dans une idée d'avoir une hybridation de ressources. Donc c'est vrai que la SIC, enfin, j'allais dire croiser des financements publics et privés, de l'autofinancement, ben, ça nous paraît plutôt être une piste intéressante. Et tout à l'heure, enfin les chiffres sont assez édifiants quoi. Du coup, chez Odyssée, enfin on voit la pauvreté entre guillemets du territoire. Enfin il faut recréer une économie locale. Faut développer des pratiques aussi économiques locales. Donc en effet, ce qu'on a vu et d'ailleurs c'est ce que Raphaël et Joël le disaient un peu tout à l'heure, il y a eu une montée en charge quoi. Il y a eu une association d'ailleurs de préfiguration d'une SIC chez Odyssée. On travaille par exemple
avec un collectif d'acteurs sur Saint-Nazaire qui est encore sous forme associative, loi 1901. C'est vrai que ils ont en perspective quand même de créer une SIC, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. En tout cas, voilà, on n'est pas encore une fois figé sur un statut ou un autre, mais en tout cas, ça nous paraît dans l'expérimentation, et c'est ça qui est aussi peut-être intéressant, hein, dans le témoignage là de Raphaël et Joël. On voit qu'en tout cas, sur ces dernières années, ben, c'est du tâtonnement, c'est des fois je dis c'est du bricolage. Alors il y a une collègue de Strasbourg qui dit non, c'est de la haute couture parce qu'on essaie de faire quelque chose sur mesure, mais euh, mais ça se construit pas à pas. Et donc voilà, en effet, des fois, on voit en tout cas, il y a deux expérimentations dans le réseau et qui sont encore sous forme associative, mais pour aller pour aller jusqu'au bout, et en tout cas aller un tout petit peu plus loin, aujourd'hui, en fait, par rapport aux SIC qui sont créés dans le réseau, l'association est aussi sociétaire des SIC. Et d'ailleurs, enfin, Joël est aussi administratrice et trésorière de l'association, mais on essaie d'avoir aussi cette vision intégrée, quoi, si vous voulez, entre le national et le local, quoi, du coup, entre l'association et les coopératives. Donc après, on peut aussi adhérer à l'association, mais rentrer et renforcer le capital des SIC, ça aussi, c'est un enjeu important pour la suite, pour la pérennité de nos experts. Vas-y, Raphaël, pardon. Oui, alors je pense qu'il y a quand même deux éléments qu'il faut séparer. Il y en a un, c'est la question de la complexité administrative, c'est-à-dire au niveau juridique, les sous, tout ça, comment ça fonctionne. Oui, donc on est tous confrontés à de la complexité et le format associatif, coopératif a ses avantages, ses défauts. Ce qui est par contre important par rapport à cette notion de coopérative de transition écologique pour pouvoir mettre en place du revenu de transition écologique, c'est le principe de participer à la gouvernance. C'est une dynamique coopérative forte et donc c'est important que chaque porteur de projet, chaque personne qui participe soit intégrée à la gouvernance. Donc ça va être la dynamique coopérative. Et ensuite, donc ça va être vraiment le format, c'est de pouvoir les mettre dans un conseil d'administration, c'est de pouvoir participer vraiment au fonctionnement de la coopérative. Donc ça c'est un petit peu l'obligation coopérative, il est là. C'est dans le concept même de Sophie Swatton, ça en fait partie. C'est très profond. C'est cette dynamique participation à la dynamique coopérative. Et l'autre, c'est aussi un outil de régulation pour nous. Par exemple, on a déjà eu un cas avec une personne en fait qui ne respectait pas notre charte règlement intérieur, qui ne respectait pas les valeurs de la coopérative et que donc qui n'était plus sociétaire et à partir de là ne pouvait plus être soutenu. Donc ça fait aussi un cadre dans lequel on va pouvoir participer ou pas. Donc pour moi, cette notion de coopérative, c'est surtout et avant tout la notion de gouvernance et de participation à un objectif commun. Donc ça, après le format administratif par rapport à la complexité juridique, je pense que c'est quelque chose qui, par exemple, va pouvoir être vu de manière totalement différente en Suisse avec des coopératives qui sont portées par les cantons, qui sont à un autre format, mais qui vont être toujours confrontés à des objectifs communs avec un concept commun. Et donc, moi, je pensais aussi qu'il y avait la question d'Olivier Rémermier par rapport à vraiment cette question de quelles sont les activités qui sont développées par TZCLD. Je pense que peut-être qu'on ne serait pas les meilleurs pour répondre à ça. Je ne sais pas si Victoria, tu veux y répondre directement. J'y vais, t'inquiète. Effectivement, il y a donc le principe de la création d'activités chez Territoire Zéro Chômeur, je le disais, c'est la non-concurrence et surtout la complémentarité avec les tissus économiques locaux. Ça suppose d'aller concocter avec le partenaire du territoire et voir comment on imagine soit que l'entreprise qui va être créée soit positionnée sur une chaîne de valorisation là où il manque comme les chaînons manquants, soit on est sur une répartition de l'activité, que ce soit une entreprise qui peut-être n'est pas sur le territoire, mais qui aurait envie de développer l'activité sur les territoires et n'a pas les ETP en fait pour pouvoir le faire. Et alors du coup, bon bah il y a un relais aussi qui se fait au niveau de l'entreprise à but d'emploi. Enfin voilà, il y a différentes formes à travers lesquelles ces activités se créent. C'est créé pour certaines aussi à partir des compétences et des souhaits des personnes.
puisqu'elle mobilise aussi tout un tas de connaissances qui sont nécessaires à l'évolution de la mise en place du projet et le développement par la suite des activités. Et une fois qu'on a dit ça, les activités dans les entreprises à but d'emploi, elles sont des trois ordres. On pourrait les regrouper sur trois gros groupes. Les premières sont liées à la transition écologique et représentent aujourd'hui à peu près 45% des ETP créés. Les deuxièmes sont regroupés sur une catégorie qui s'appelle la cohésion sociale. Et la troisième catégorie serait celle du développement local. Pour ce qui est spécifiquement de qu'est-ce qu'on fait, c'est quelles activités se retrouvent dans ces catégories, et ben vous avez à peu près tout, j'ai envie de dire, puisque c'est les entreprises à but d'emploi, c'est des entreprises pluriactivités. Vous avez de la réparation de vélos, les reconditionnements, la rénovation d'objets. Vous avez des activités qui sont plus liées à la révalorisation des matières, que ce soit à travers la collecte des tri, les déchets, tout ce qui est lié au démantèlement, portes, fenêtres et d'autres objets. Pour essayer de faire en sorte de récupérer au maximum de matière et de le réintroduire dans les filières de valorisation, ce qui est extrêmement cher en fait quand on imagine ce que ça suppose en fait et le temps de travail que ça implique et ça justifie d'une certaine manière aussi et ça permet d'une certaine manière de créer les emplois dans les entreprises. Vous avez des reconditionnements, que ce soit les livres, les jouets, des éléments informatiques aussi pour certaines entreprises. Et toujours dans le secteur de l'économie circulaire, vous avez aussi tout ce qui est lié, je dirais, au maraîchage. Bon, ben, le maraîchage rural, urbain, tout ce qui est entretien d'espaces naturels, du bûcheronnage, il y a même de la production de miel parmi les entreprises créées. Enfin voilà, donc pour pas trop vous ennuyer avec la liste qui est longue, ça c'est des activités qui seraient plus liées à cette catégorie de transition écologique, mais dans tout ce qui est cohésion sociale, vous avez aussi des liens importants qui se créent entre je sais pas, l'épicerie de l'entreprise à but d'emploi et les producteurs locaux. On va aller euh, travailler avec des invendus et donc ça aussi ça implique tant les grandes surfaces hein, quand on est dans une ville ou les épiceries du coin, mais ça implique aussi les agriculteurs qui sont autour. Voilà, on va aller proposer aussi la vente des légumes déjà épluchés, prêts à préparer, qui favorise en fait la production locale, hein, puisque parfois les gens ils n'achètent pas et alors du coup bah si finalement c'est déjà prêt que vous pouvez les mettre en place, donc comment faire? Voilà. Donc il y a tout un tas d'activités qui existent sur les territoires et pour lequel il est tout à fait possible de se référer à deux différentes bilans thématiques qui ont été faites pour évaluer, enfin lors de l'évaluation, non, lors du bilan, pardon, de l'expérimentation, où on a fait un focus justement pour mieux comprendre quelles étaient ces activités liées à la cohésion sociale, à la transition éco et au développement local. Donc je vais pouvoir vous le transmettre si les sujets vous intéressent. Ok, merci beaucoup. Vas-y, Céline. Alors oui, il y a une question, Céline. Oui, c'était pas vraiment une question que je voulais poser, c'était plutôt une observation. Donc moi de ma posture, parce que donc je croise à la fois les sujets TZ en étant référente avec l'association nationale à l'échelle régionale de l'Occitanie. Je croise les sujets aussi des PTCE, des pôles territoriaux de coopération économique, qui ont été cités avec 3 points. Et puis, bah, essentiellement, je fais partie d'une fédération des acteurs de l'insertion, CORAS, donc IAE,
où on a aussi des logiques de coopération avec les groupes économiques et solidaires sur les territoires. Et ce que je trouve intéressant à travers, alors déjà, je découvre un peu mieux le RTE, donc merci beaucoup, mais également ce que je trouve intéressant dans la posture d'Odyssée, c'est qu'ils font la démonstration de plusieurs choses. Déjà, l'ingénierie de territoire, c'est à chaque fois le grand impensé dans les logiques financières. Et donc, on a pas mal de dispositifs pour venir accompagner le financement, l'investissement ou parfois de la sous-traitance. Je pense notamment dans les PTCE, on a l'Institut Gaudin où on a des moyens financiers, voilà, pour caractériser par le récit l'innovation. Mais l'ingénierie à proprement parler, c'est toujours l'angle mort, et que ce soit dans TZ ou partout ailleurs. Euh, et j'ai envie de dire la contrainte que tu évoquais, Joël, hein, et Raphaël aussi, de pauvreté, on va dire, du territoire. Finalement, vous la transformez en force, et en force, peut-être malgré vous, au démarrage, mais qui aujourd'hui va, on va dire, augmenter l'efficacité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des logiques de silos, il y a un TZ, il y a un RTE, il y a un PTCE, et chacun dans son coin essaye de galérer pour trouver les trois bouts de ficelle pour exister. C'est-à-dire qu'en le mettant en synergie, comme tu le disais, avec un ETP, l'impact, c'est-à-dire la mesure d'impact, la mesure de résultat, forcément, elle va s'en sortir grandie parce que il y a ce regard global, et c'est là où la SIC est intéressante, c'est que c'est un outil stratégique de territoire. Pour moi, la SIC, la valeur ajoutée, c'est la valeur stratégique de territoire, puisque les collectivités s'y insèrent. Tout le reste, j'ai envie de dire, je sais plus qui a pris la, la phrase de voilà sur la petite blague qu'on se fait dans les acteurs de l'ESS sur le statut, mais ce qui est présenté, on pourrait le faire au niveau associatif, c'est vraiment pas un problème. Le système de valeurs, le système de projet, de territoire, ça c'est pas vraiment le statut SIC qui l'amène, même s'il le renforce, mais véritablement au côté stratégique de territoire. Là, en revanche, la SIC, c'est imbattable pour faire ça. Et donc, c'est pour ça qu'on regarde et qu'on est très intéressé en Occitanie depuis le départ sur le projet de la Haute-Vallée de l'Aude, parce que ce soit sur l'animation des PTCE ou l'animation des TZ, moi, vous êtes le projet sur lequel j'ai envie de m'appuyer pour faire grandir les autres territoires. Parce que les autres territoires sont en silo. Je sais que ça va faire sourire Victoria, parce que c'est souvent un propos qu'on mène ensemble, c'est que quand on est dans l'ingénierie de projet, on veut être labellisé, on veut correspondre au cahier des charges et ça devient enfermant. Et si je prends l'exemple de TZ, et c'est absolument pas une critique, hein, c'est normal, j'ai envie de dire, c'est même le péché originel. C'est qu'on répond à un cahier des charges qui va être une stratégie de territoire avec un nouvel outil, l'entreprise à but d'emploi, et on va faire focus là-dessus. Et pour sortir de ce focus, pour se dire le territoire doit réfléchir à l'EBE, mais à plein d'autres outils, ça va nous demander beaucoup de temps. Et ce qui est intéressant chez Odyssée, c'est que dès le départ, vous êtes conçu en transversalité. Et donc, c'est vraiment un point de caractérisation très fort par rapport aux autres territoires. Et je pense qu'on va pouvoir, et ça serait intéressant comme vous allez re-rentrer dans la communauté PTCE, de rapidement solliciter l'appui de l'Institut Gaudin pour caractériser ça, parce que je pense que ça va être vraiment très intéressant de suivre. On est de toute façon dans des logiques financières terribles, mais je pense qu'on peut s'en sortir vers le haut et votre exemple, il est vraiment hyper inspirant. Voilà, donc c'était ce que je voulais partager sans forcément de questions particulières. Merci beaucoup, Céline. Ça fait toujours plaisir d'entendre ça. C'est quand même, bon, même si forcément on est sur des questions dans le temps long et que bah, on est toujours confronté au court terme, faudra qu'on arrive à tenir aussi. Mais moi, je voulais continuer dans cette dynamique-là en complément de réponse pour Olivier sur les activités qui sont développées dans le cadre de TZ avec les EBE. Nous, dans ce qu'on essaye de faire au niveau d'Odyssée, c'est de partir du principe que les activités qui doivent être développées dans le cadre d'une EBE sont pour des personnes qui ne sont pas forcément en capacité de production forte.
C'est-à-dire que ça reste un, comment ça s'appelle, un outil de production pour le territoire, des activités utiles, mais avec des personnes qui sont privées durablement d'emploi, avec des logiques de frein, des freins à l'emploi. Donc, à chaque fois, ça va être sur du temps choisi, sur des niveaux, avec des freins qui peuvent être des handicaps, qui peuvent être des conditions familiales. Donc, et la mobilité, il y a tout un ensemble de choses comme ça qui vont faire que certaines activités vont pas forcément être possibles. Parce que il faut toujours comprendre que pour porter certaines activités, des fois, il faut des compétences de production fortes et qu'on n'est pas forcément en mesure d'employer toutes ces personnes-là. À travers le RTE, ce qui se passe, c'est qu'on voit que ce sont des plus. Donc nous, on est un petit peu en ce moment sur la logique de se dire, est-ce qu'on est en mesure de mettre en place une EBE pour pouvoir porter des activités pour des personnes qui sont sur une dynamique proactive dans ces activités-là. Parce que pour l'instant, moi, quand on a visité, par exemple, la compagnie du 20e à Paris, on se rend compte que, par exemple, pour l'atelier de couture, tenir un atelier de couture, ça demande des compétences fortes, assez limitées sur des capacités de production faibles pour pouvoir tenir cet atelier. Raphaël, on te perd. Je pense que ça bloque. Enfin, ça bug un peu, ouais. Bon, je pense qu'on les a perdus. Euh, Ça Ça, arrive de temps en temps en Haute-Vallée de l'Aude. euh, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est obligé un petit peu Alors, on t'avait de perdu, prévoir. Raphaël. Est-ce que tu peux répondre à Ah, pardon. partir de ton expérience à la compagnie du 20e? Parce que tu parlais du fait que bah, Ah, ok. voilà, l'atelier des coutures était demandé une certaine compétence. Et là, on t'a perdu. Oui, oui, désolé, on a eu une coupure de corbeau et il livrait plus les petits messages. Euh, mais c'est le problème. Donc oui, moi, quand j'ai vu la compagnie du 20e, il y avait un atelier de couture qui demandait la présence d'une personne volontaire qui est rentrée dans le BE, qui était très compétente. Et il y a la question qui s'est posée sur la dépendance à à la présence de ces personnes. Moi, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et nous, quand on se dit, bah, tiens, le RTE, c'est des personnes qui vont pouvoir développer des activités, il y a quelque chose qu'on garde aussi dans l'idée, c'est l'objectif que ces activités puissent sortir de l'EBE, c'est-à-dire qu'elles puissent devenir viables et ne plus dépendre du fonctionnement de l'EBE. Ça, c'est quelque chose où on se rend compte, typiquement, j'ai vu là, c'est que sur ces questions de concurrence, des fois, il y a des morceaux de l'activité qui vont pouvoir être développés, qui vont pouvoir être portés par une structure extérieure. T'as plus de son, Raphaël. C'est original parce que là, ça coupe pas, mais il n'y a plus la voix. On te voit parler, mais par contre, on ne t'entend pas. Coupe ta caméra peut-être pour avoir un peu plus de bande passante. J'imagine que Raphaël disait qu'il y avait des ponts qui se faisaient quoi finalement, ou des parcours qui se faisaient sans couture quoi du coup pour les porteurs de projets. Ah bah là il y a plus rien du tout là. Elles vont se reconnecter sûrement. Mais juste, ouais, c'est bon, Raphaël? Ça y est. Oups, là. Yes. Bon, ben voilà, en tout cas, vous avez l'idée générale. Ou presque. Merci beaucoup, Raphaël. Et puis, pardon, je reprends la suite parce que ça répondait ensuite à une question qui allait venir et qui était justement, on est conscient qu'on s'adresse à un public qui, de par les conditions de précarité qu'il vit, a un contexte psychosocial qui est complexe, qui peut être généré par, voilà, différents facteurs qui vont être dépendants enfin, qui vont être spécifique à chaque personne et qu'effectivement, il suffit pas juste de dire, OK, on vous accompagne à la gestion de projet. Souvent, il y a un accompagnement aussi humain à faire, relationnel profond. Et bravo en tout cas, parce que quand je vois que à Odyssée, vous avez à faire ça avec un professionnel, et quand je vois nous à la Comète, donc on s'est lancé il y a 2 ans, moi ça fait 1 an que je travaille pour la Comète. On a déployé depuis mai de cette année un dispositif, une filière de création d'emplois verts et durables.
On est déjà deux aujourd'hui. L'idée, c'est deux pour encadrer 5 personnes. Et l'année prochaine, on va passer à 6 personnes sur l'année, donc 12 personnes en tout. On voit que ça demande beaucoup d'énergie aussi en termes de suivi, pas quotidien, mais presque, pour s'assurer que les trajectoires en fait soient vraiment positives, hein, de ces personnes. Donc voilà, tout ça pour dire que tu donnes déjà quelques éléments de réponse par rapport à comment est-ce qu'on adapte en fait l'emploi aux capacités de la personne. Mais j'aurais envie de t'entendre un petit peu plus aussi sur l'enjeu. Voilà, on sait qu'il peut y avoir des enjeux d'ordre psychique, enjeux d'ordre d'aide. Enfin, on voit qu'il faut travailler aussi avec les acteurs, en tout cas sociaux euh, et médicaux. Alors, on est tout à fait intéressé pour faire de l'échange entre de la capacité d'ingénierie et des sous. Il n'y a pas de problème. Alors, les sous, je les cherche aussi, hein. Attention. On Ah, a une zut! réalité on a une réalité qui est effectivement assez différente, hein, donc je comprends bien la demande, mais il n'empêche que je cherche des sous aussi. Mais si j'en trouve plein, pas d'inquiétude, je t'en envoie quelques-uns par le fameux corbeau là, qui. Ouais. Non, mais en tout cas, on est bien sûr, comme on était venu déjà en Suisse pour échanger, les espaces d'échange et de co-développement sont forcément les bienvenus. Je pense qu'il y a en partie, et puis Céline, si tu souhaites aussi peut-être compléter par l'expérience plus large concernant l'insertion, je pense que c'est quand même toujours un enjeu, cette question de l'accompagnement au parcours, de pouvoir être en mesure de répondre aux besoins des personnes qui ne sont pas forcément liés que à l'emploi. Dans le cas de Territoire zéro chômeur, les entreprises à but d'emploi, c'est des entreprises du droit commun, des l'OSS, qui n'intègrent pas à l'intérieur de l'entreprise un accompagnement psychosocial, comme on peut le retrouver peut-être au niveau de l'insertion par l'activité économique. Ça pose plein de questions, mais ça pose plein de difficultés aussi. On les voit sur les territoires. Puisque tout se passe à travers la coopération. Et donc, si sur votre territoire, vous n'avez pas des partenaires qui soient en mesure, je vois voilà, on est sur on casse toutes les représentations, c'est bien, ça sert à ça aussi, ces webinaires, c'est important. Euh, et non, ce que Peux-nous je disais, c'est contribuer à que ça. oui, il y avait la question de si vous n'avez pas les partenaires pertinents, adéquats en fait pour pouvoir accompagner les personnes, que ce soit sur des questions psychiques qui sont très spécifiques, que ce soit sur les questions d'addiction, que ce soit sur des questions d'endettement, puisque c'est une réalité aussi. C'est des gens qui vont commencer à travailler avec des endettements très importants et pour lequel, ça se trouve, ils verront pas les premiers salaires avant 2, 3, 4, 5 mois. Donc, comment on fait aussi pour jongler entre tout ça? Et je sais qu'il y a des territoires où la question se pose de façon plus complexe, puisque pas de partenaire local pour les accompagner. Dans le sens où, n'étant pas prévu dans le projet un accompagnement précis, spécifique pour les personnes, ça met pour le coup, le comité local pour l'emploi, qui est chargé de la mobilisation des personnes, de les accompagner dans leur parcours et de développer le partenariat local, eh bien, ça pose aussi plein de questions qui mettent en difficulté à différents égards les chefs de projet ou les directions d'entreprise directement. Donc pour la partie handicap, parce que vous l'avez mentionné aussi Olivier, il y a entre 23-25% des personnes en situation de handicap dans les entreprises à but d'emploi. C'est des personnes dont les handicaps, pour une majorité, c'est des handicaps hérités des expériences professionnelles précédentes, pour une partie des personnes qui effectivement ont des difficultés à effectuer certaines tâches, qui ont un certain âge aussi, puisque pour la plupart, la moyenne d'âge dans les entreprises aujourd'hui, elle est d'un peu plus de 45 ans.
Donc il s'agit quand même des personnes déjà d'un certain âge, qui fait que bah voilà, donc ça fait un ensemble auquel on répond à travers les temps adaptés. Raphaël le mentionnait, les temps adaptés, c'est quoi? C'est j'intègre une entreprise à but d'emploi à 35 heures par semaine, je suis super content, je suis très motivé, mais il se trouve que ça fait 6, 7, 8 ans que je travaille pas et donc du coup le processus d'adaptation se fait des façons plus difficiles malgré ma motivation, ma présence au travail, etc. Et donc il y a la possibilité de réadapter ces temps de travail et de peut-être réduire les heures, revenir si on le souhaite, etc. Il y a la possibilité aussi pour les salariés qui le souhaitent et on a des chiffres aussi qui peuvent appuyer ça, c'est ceux et celles qui décident de finalement aller ailleurs, ont déjà intégré l'entreprise à but d'emploi, mais qui ont trouvé une opportunité de travail ailleurs et qui se disent, ah, mais si jamais ça se passe pas bien, est-ce que je peux revenir? Et, euh, et à la réponse oui, pas de souci, vous pouvez revenir. Et ben, il y a beaucoup de personnes qui ne reviennent plus. Donc il y a cette idée d'assurance derrière, de ne pas retomber dans la précarité, euh, de pouvoir se donner la possibilité aussi d'aller voir ailleurs. Donc cette idée du travail adapté à temps choisi aide à faire en sorte que à partir du moment où tu n'as pas l'exigence de productivité économique derrière, et ben, je pense que la question de l'emploi, il est possible de la concevoir autrement. Et je crois que Céline, je sais pas si tu avais levé la main, tu voulais dire quelque chose en complément. Sinon, je passe la parole à Raphaël. Ok, bon, Raphaël. Ok. Non, moi c'était sur la question de, c'est pareil, la complémentarité entre le RTE et entre l'approche ZOEN et l'approche TZCLD. C'est qu'en fait, à chaque fois, comment est-ce qu'on va réussir à répondre aux besoins d'accompagnement des personnes et comment est-ce que l'objectif, c'est quand même le bien-être des personnes. Euh, Autour de TZ, il y a une approche formation, comment est-ce qu'on fait une BE, formation, comment est-ce qu'on met en place un projet émergent, tout ça. Donc ça, c'est un travail qui dure depuis beaucoup d'années, donc il y a vraiment un cadre qui a été défini. À Zoein, on n'a pas autant de recul, ce qui fait qu'on a mis en place en ce moment des systèmes d'évaluation qui en fait sont plus sur des approches d'analyse de pratique pour pouvoir rester toujours dans un format de développement du format du RTE par les coopératives pour pouvoir, selon les contextes territoriaux, apporter toujours des réponses toujours meilleures sur quatre axes qui vont être la coopération, l'accompagnement, le bien-être et les effets transformatifs des activités qui vont être soutenues. Donc il y a vraiment, je pense, une belle complémentarité aussi à structurer entre les deux approches, qui sont ZOEN et celle de TZCLD, pour pouvoir aller sur de l'analyse de pratique aussi sur les territoires, pour pouvoir toujours monter en compétences et nous aussi, pareil, de pouvoir s'appuyer sur des formations à développer pour pouvoir intégrer des nouveaux territoires et faire de l'essaimage. Donc ça, c'est vraiment sur la question de comment est-ce qu'on fait pour le côté accompagnement social. Ça, je pense que c'est quelque chose qui, de toute façon, sera dans des objectifs de développement des différents projets. Du coup, je rebondis parce que tout à l'heure, c'est justement dans mon introduction, enfin en tout cas dans mon intervention, là, j'expliquais justement ce chantier-là sur l'évaluation. J'expliquais que justement il y avait un premier voyage évaluatif, évaluation entre pairs, du coup, qui était organisé fin novembre. D'ailleurs, là, ce référentiel, on l'a vraiment coécrit aussi avec un réseau de partenaires. Notamment avec nos amis de l'Institut Godin, qui était Nicolas Chauchois, qui était aussi impliqué dans nos affaires. Et donc, je sais pas, Céline, où vous êtes, mais en tout cas par rapport à Limoux, mais là, je regarde notre trésorière, du coup, et puis Raphaël, mais en tout cas, 21 novembre prochain, du coup, on a notre premier voyage évaluatif. Si vous voulez y participer, ou en tout cas participer à une odyssée 20 ou 21, ce sera avec plaisir, peut-être, parce que on est bien dans cette idée, là, dans l'évaluation des pratiques, d'avoir un regard croisé
avec ceux qui sont directement au cœur du sujet, c'est-à-dire les porteurs de projets, les partenaires des coopératives, j'allais dire, et dans un cercle plus large aussi d'autres. Donc, le Coras aussi, hein, peut-être, je sais pas, mais bien volontiers, en tout cas pour participer et puis pour partager aussi nos travaux là sur ces approches évaluatives là qu'on veut les plus participatives possibles. Le thème de l'Odyssée thématique du jeudi 20 novembre, En ça sera novembre, hein. l'économie. On sera sur l'Odyssée de l'économie, donc on va rester dans le thème. Ok. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, vous voulez faire un dernier commentaire, parce que je vois que l'heure tourne et il est important qu'on se tienne autant qu'on est un parti. Donc ça va être bientôt 15 heures. Euh, donc si vous voulez rajouter quelque chose. Oui, moi je veux bien. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, Oui? bonjour Caroline Lejeune, je suis directrice de la Fondation Zoein. Je vous remercie beaucoup. J'ai beaucoup apprécié le webinaire. J'étais pas visible à l'image, mais j'étais bien présente à l'écoute. Je voulais revenir pour terminer sur la question de l'évaluation. Euh, Céline, vous avez évoqué le rôle en fait potentiel que pourrait avoir une coopérative type Odyssée dans le fait de pouvoir créer de l'articulation entre différents types d'expériences et donc du coup de pouvoir révéler au final les impacts, de multiplier les impacts. Euh, comment alors je vois que Jean-Christophe il a déjà lancé la perche, mais simplement pour en discuter. C'était comment vous pourriez vous qualifier justement ce que vous entendiez par le fait de multiplier les impacts, parce que ça, c'est quelque chose, je pense, qui nous préoccupe en ce moment, de pouvoir aborder au mieux possible cette question de l'évaluation à travers la mise en récit et puis la participation collective. Pourriez-vous nous dire quelques informations, si vous en avez, ou sinon on en reparle dans l'Aude. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, on a des outils, mais en fait, il y en a peut-être trop. Encore une fois, par des entrées dispositifs. Mais ça, c'est un vrai sujet qui est assez intéressant parce qu'effectivement, on a sur la dynamique PTCE, on a quelque chose qui est de cet ordre-là, effectivement, avec l'Institut Gaudin. Mhm. L'Avise a aussi des Mm. outils autour de l'évaluation de l'utilité territoriale, Territorial, ouais. voilà, sociétale et Mm. territoriale, qui a été travaillée il y a déjà une paire d'années entre Coras et l'Avise sur ce qu'on appelle le UST. Et je vois arriver encore d'autres outils, donc c'est une vraie bonne question. Non pas qu'il faut qu'il y ait une méthode dominante qui écrase les autres, mais en tout cas, oui, dans le repérage, il y a des choses qui peuvent être intéressantes à travailler en regard croisé, surtout quand on est dans des sujets comme Odyssée, où on est effectivement avec TZ, le RTE, PTCE. Je pense que le regard aussi de la recherche Mhm. avec les universitaires qui sont proches de nous. Et Ah ce oui, qui est bien, c'est qu'on a les mêmes sur les différents sujets. ouais. Pourrait être finalement un objet de travail. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se le garde en tête et qu'on le partage dans les différentes sphères. Ce que je m'engage à faire aussi avec la zone PTCE. Voilà. Bon, malgré tout, les moyens fondent comme Et- neige au soleil. Mm. Avant de conclure, je ne sais pas l'heure qu'il est, je ne veux pas être trop longue, mais voilà, nous, on se fait quelques soucis pour le bouquet de services national, vu le PLF, qui nous fait une Mm. chute de 96% du budget en 2 ans. Donc, on passe de 1,5 million à 180 000 euros. Donc voilà, donc il y aura la question des moyens, mais il faut vraiment qu'on en recose. Je pense que Victoria, si on peut le consigner un petit peu comme question ouverte de travail, je trouve que ce serait une très belle conclusion de cet échange. Ah, ah, voilà un beau Merci moyen beaucoup. de... Ouais, ouais, complètement. Mais il Merci. y a des outils, hein. Mais je pense D'accord. que Certainement. voir la Et, puissance du projet d'Odyssée et de se poser la question de l'outillage au regard de ça, je pense que c'est ça qui est intéressant. Ouais, complètement. euh, Ouais.
Caroline, je pense il y avait la question aussi du fait que, bon, bah, vu le manque de moyens, ce qui est aussi bah, le cas un peu pour l'association nationale pour nous, la question de la recherche s'est toujours posée en termes des collaborations, des coopérations et des facilitations en fait. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faciliter des espaces d'échange territoire-chercheurs, Mhm. puisque loin de ce qu'on peut imaginer, ces deux univers qui ne se côtoient pas tout le temps, ça se fait de plus en plus et donc c'est tant mieux, mais qui se méconnaissent, qui n'ont pas les mêmes codes, qui n'ont pas les mêmes tempos entre l'opérationnalité du terrain et les temps de la recherche. Et ben, il y a toujours du temps, voilà, qui se passe avec deux vitesses différentes, etc. Enfin voilà, mais sans faire une leçon, ce qu'on a pu expérimenter nous jusque-là, c'est que un bon moyen, c'est ce qui disait Céline, des gens qui soient sur les territoires, qui soient en mesure de connaître vraiment quel est son environnement, son contexte, ses besoins. Et puis aussi des pouvoirs rentrer dans les axes qui sont les leurs et qui les intéressent. Euh, C'est-à-dire que voilà, je suis un chercheur qui travaille sur les questions de transition écologique. Est-ce que la question de revenus des transitions écologiques mixée avec une question des coopérations territoriales intéresse ou pas? Où est-ce que ça peut rentrer et comment je la peux aborder? Comment j'ai fait rentrer ça dans les axes d'un mot labo? Qu'est-ce que ça apporte? Enfin voilà, il y a tout un tas d'éléments à regarder qui peuvent être intéressants, qui peuvent débloquer aussi de façon très rapide l'implication des chercheurs sur les sujets qui intéressent. Mais effectivement, Céline, c'est tout à fait la question qui restera donc ouverte pour qu'on puisse nous retrouver peut-être en présentiel ou encore à distance, mais tout de même, pour une prochaine fois et continuer les discussions. Merci beaucoup. C'est vrai que nous aussi, on était très attentifs dès le démarrage de Zoën à pouvoir associer recherche et expérimentation en France. Ça a été vraiment, je pense, un point de départ très important. Et en Suisse aussi, notamment avec le lien du comité scientifique. Et je vous rejoins sur l'importance aussi de pouvoir créer des liens avec des communautés scientifiques qui sont ancrées dans les territoires et qui suivent les expérimentations de manière plus proche et qui est différents niveaux justement de recherche à l'échelle locale comme nationale. En tout cas, c'est cette dynamique-là en fait que nous on aime porter et la vision qu'on aimerait aussi développer. Donc avec grand plaisir, on parle de tout ça. Très bien, autour de l'évaluation. Super. Bah, Du coup, je vais juste te rajouter, Caroline, que tu seras oui, aussi là pour mais le oui, conseil scientifique qui va suivre mais oui, tout à fait, le je serai voyage là. évaluatif. Oui, avec Donc, grand on plaisir. Bah a, oui, oui, je serai là. Je suis très voilà. contente d'ailleurs. Mais dire qu'on a aussi un conseil scientifique qui va se réunir juste après le conseil Ouais. évaluatif, le voyage évaluatif, donc qui va faire le lien entre les constats, l'analyse et puis la prospective de l'évolution. Ouais, puis la Et qui sera dynamique suivi entre les pardon, terrains. Oui, vas-y, oui, vas-y, vas-y. juste, et qui sera suivi 3 jours après par le comité stratégique des ZCLD. Très Voilà. bien. T'as bien conclu, Joël, j'ai rien à dire. Vas-y, non, tu allais dire quelque chose, Non, 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 Caroline. non, mais que c'était vraiment très chouette, je pense, la manière dont là, ça va se passer fin novembre, parce que ça permet à la fois d'être dans une dynamique de communauté collective apprenante autour de l'évaluation et du référentiel commun qu'on va pouvoir tester. Ça permet aussi de poursuivre avec le comité scientifique de l'Aude. Et donc là aussi, de ce que je comprends, c'est que derrière, il y a aussi un comité scientifique TZLD, à chaque fois j'arrive pas à le dire, je Stratégique, oui. m'excuse, stratégique. Et donc du coup, il y a une continuité hyper cohérente qui, je pense, va être très bénéfique, qui va vous être très bénéfique. Et je me réjouis d'y participer dans près d'un mois maintenant. Ouais. Ouais, oui. Et quand même, Céline, tu peux dire que le 18-19 va être aussi très intense, novembre. Oui, bah on a, enfin, surtout le 18, parce que le 19, on sera plus entre nous, mais le 18 novembre, nous avons la rencontre régionale Territoire zéro chômeur de longue durée en Occitanie.
qui est donc ouvert à toutes et tous. Les inscriptions vont démarrer à partir de lundi, donc on va essayer de relayer au maximum et ça sera sur le territoire habilité de Montpellier-Gravel dans l'Hérault. Et voilà. Merci de l'invitation à partager cette date, Joël. Eh bien, merci de m'envoyer tous ces dates pour qu'on puisse les mettre aussi sur les petits documents qui suivra dans les semaines qui suivent, avec toutes ces informations et tous ces liens des connexions pour qu'on puisse voilà continuer les échanges. Merci encore une fois à Raphaël, à Joël et à Jean-Christophe d'avoir voulu participer à ces premiers croisements, qui est le début, en fait, C'est tout le de début, ce que ouais. ça va être. Voilà. Merci à Et, toi, Victoria, merci beaucoup. Ouais. Merci à tout le monde. et Merci. donc, Merci à ce vous. sera pour une prochaine fois. Merci à tous. Bon week-end Merci à et tous. bon après-midi. Et puis, bah, bonnes vacances pour ceux qui sont concernés. Au revoir. C'est quoi Merci, ça? à Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Au revoir. À très bientôt. Au Au revoir. revoir.